Le voyage, partie 1, introduction. Les échecs, 10 minutes pour apprendre et 10 ans pour les comprendre. Pas de panique, je suis ici pour que vous alliez plus vite, et même beaucoup plus vite. En premier lieu, il est important, lorsque l'on veut maîtriser un espace, ici un échiquier, d'en comprendre ce qui le compose. Par exemple, il est impossible d'appréhender la force d'une pièce sur telle ou telle diagonale si on ne connaît pas la pièce, son déplacement, mais encore sa valeur par rapport à l'espace occupé, ainsi que l'importance vis-à-vis d'une position donnée. Encore moins si l'on ne sait ni ne connaît la force ou la faiblesse d'une diagonale sur un échiquier, ni même le rapport rapproché d'une pièce sur tel ou tel endroit d'un échiquier, ou un schéma particulier issu d'une disposition de tels ou tels éléments sur tel ou tel endroit de l'échiquier. Et d'ailleurs, c'est quoi un échiquier? C'est dans le but de vous transfuser avec la douceur de ma détermination ces notions fondamentales que j'ai composé la section que j'appelle le voyage. Cette section s'adresse aux débutants qui trouvera là de quoi bien débuter, mais également aux joueurs désireux d'en savoir un peu plus sur ma vision des choses, sur ma pensée et sur la façon dont je vais vous livrer cela. C'est très certainement une bénédiction car ces choses-là, vous ne les trouverez pas toujours au fin fond d'un livre. Bien trop souvent, certains sujets sont occultés et non abordés sur le papier. Pour ma part, ces sujets me semblent importants et je ferai en sorte de ne rien vous cacher de mon ressenti par rapport au roi des jeux. Mais puisqu'il faut bien commencer et faire le premier pas, l'échiquier sera le premier sujet abordé de la section qui suivra. C'est bien logique, car il s'agit ici du Big Bang, de l'endroit, du lieu, de là où tout commence et où tout semble ne jamais finir. Ce jeu qui se déroule sur un petit espace nous transporte dans des lieux gigantesques, là où jamais nous ne pouvons nous dire qu'il n'y a plus rien à découvrir, tant les chemins sont nombreux. D'ailleurs, quel serait le plaisir de se dire qu'il n'y a plus rien à découvrir? Une chose est claire, le jeu est un jeu dit fini, c'est-à-dire dont le nombre de possibilités est connu, mais ce qui est tout aussi clair, c'est qu'il ne le sera jamais pour nous. Comme je viens de vous le dire, on apprend sans fin, toujours et toujours. Nous sommes donc des débutants éternels. Dans mon projet de vous attraper dans mes filets, pour ne plus vous lâcher, je désire en premier lieu énoncer une règle en or. Cette règle est la suivante. Ne cherchez surtout pas à apprendre, mais plutôt à comprendre. Je désire également transmettre la passion et vous montrer à quel point ce jeu, c'est avant tout du temps et de l'amour, puisque si cela doit être un calvaire pour vous, ou une corvée, ou encore une obligation, il vaut mieux dès à présent passer le chemin pour suivre d'autres endroits. En revanche, si vous êtes prêt à suivre le mouvement, à chercher le beau et aussi ce qui est noble, alors je m'investirai pour vous faire tenter l'aventure. Mon seul plaisir sera alors de vous mener à bon port. Mais en attendant ce jour béni, je vous donne rendez-vous dans la prochaine section où nous décollerons pour un voyage merveilleux que je souhaite partager avec vous. Le voyage, partie 2, l'échiquier. Tout est là, sous nos yeux, et contrairement au jeu de cartes, rien n'est caché. Pas de hasard, juste un plateau composé de 64 cases, disposées en 8 colonnes et 8 rangées, appelées également traverses, où alternent des cases claires et foncées, généralement nommées cases blanches et noires. Il s'agit d'un repère cartésien. Ces lignes verticales et horizontales sont les colonnes qui vont de A à H et les traverses qui vont de 1 à 8, de sorte que chacune des cases est repérée dans l'espace en 2 dimensions par une abscisse et une ordonnée.
Par exemple, la case C5 est l'intersection de la colonne C et de la traverse 5. Un échiquier bien droit dans ses bottes aura toujours une case blanche en bas à droite de l'échiquier, la case H1 lorsque l'on a les blancs et la case A8 lorsque l'on possède les noirs. Les diagonales, quant à elles, sont repérées par la case de départ et la case d'arrivée. Par exemple, on peut parler de la diagonale B3 F7 ou encore H1 A8 ou encore H5 E8. Quelques appellations indiquent des zones de l'échiquier. L'aile dame, par exemple, qui compose la moitié gauche de l'échiquier, et son homologue l'aile roi pour le côté droit de l'échiquier. Une autre appellation qu'il faut contrôler est le centre qui est l'ensemble des cases D4, D5, E4 et E5. C'est l'intersection des diagonales les plus grandes, A1, H8 et H1, A8. Le combat s'engage en grande partie pour la conquête de cette zone, car qui contrôle le centre contrôle l'échiquier. Mais cela fera l'objet d'une autre section, car je ne veux pas aller plus vite que la musique qui veut mettre un pas devant l'autre. Il existe aussi la ligne de démarcation, qui est une ligne imaginaire qui coupe virtuellement l'échiquier en deux entre les 4e et 5e rangées. En règle générale, plus on dépasse cette ligne, plus on prend de l'espace. Moins utilisés mais bons à connaître sont les termes des bords ou de coins. Les bords sont les bandes extérieures de l'échiquier qui au final l'entourent. Quant aux coins, ils sont les extrémités les plus éloignées du centre, à savoir A1, H1, A8, H8. Les camps des joueurs sont les zones de l'échiquier où se trouvent au début de la partie les pièces d'une même couleur. Ce sont le camp des blancs et le camp des noirs. Lorsqu'un échiquier est montré sur du papier, on parle alors de diagramme. Et la situation des pièces sur un échiquier s'appelle une position. À noter que l'on peut jouer aux échecs sans échiquier. C'est ce que l'on appelle le jeu à l'aveugle, où les coups sont annoncés à voix haute. Une petite astuce, pour savoir si un jeu de pièces est proportionnel à un échiquier, il suffit que la hauteur d'une tour mesure la largeur d'une case, ou encore 2 fois le diamètre de la base d'un pion. C'est maintenant à vous de jouer, le voyage continue. Le voyage, partie 3, déplacement des pions. Dans ce bout du voyage, je vous présente les pions qui dansent sur l'échiquier et tant qu'à faire, je vais vous apprendre leur premier pas de 2. Les choses plus techniques au sujet des pions font partie d'une autre section du voyage. N'attendez pas ici des termes tels que structure de pion, avant-poste, bélier, blocage, duo de pions, pion pendant, doublé, isolé, majorité de pions, chaîne de pions, et j'en passe, et encore moins la valeur des pions ou l'historique des pions. Non, non, non. Tout ceci fait partie d'autres sections. Ici, uniquement, en bon gentleman, nous allons faire les présentations et voir la façon dont se meuvent les pions, leur déplacement. Le pion est soi-disant l'élément dont la valeur est la plus petite sur l'échiquier. Ceci n'est que très théorique. Je vous montrerai dans d'autres sections que c'est loin d'être le cas et que tout ceci dépend de certaines considérations. Avoir un pion d'avance est un gros atout. C'est très souvent décisif. Chaque camp possède 8 pions, disposés sur la 2e rangée pour les blancs et sur la 7e pour les noirs. Contrairement à tous les autres acteurs de l'échiquier, il ne peut pas reculer. Le pion avance verticalement et lorsqu'il est dans sa position initiale, il a le choix d'avancer d'une ou de 2 cases. Dans le cas contraire, il n'a pas le choix. C'est une case à la fois. Beaucoup de débutants pensent que l'on peut avancer 2 pions d'une case lorsque la partie débute. Cette règle de café n'a jamais existé pour le roi des jeux. Il prend en diagonale et n'est jamais obligé de prendre. C'est d'ailleurs le seul élément qui prend d'une façon différente qu'il ne se déplace. En d'autres termes, toutes les pièces prennent comme elles se dépassent, mais pas le pion. Comme toutes les pièces, lorsqu'il fait une prise, il se positionne à l'endroit où se trouvait sa victime. Quand un pion finit son marathon après avoir traversé l'échiquier pour atterrir sur la dernière rangée, il se transforme en la pièce qu'il souhaite. En dame, en tour, fou ou cavalier,
mais jamais en lui-même, ni en roi, de sorte qu'il peut exister plusieurs dames de même couleur sur l'échiquier, mais jamais plus de 8 pions ou 2 rois identiques sur l'échiquier. Cette transformation s'appelle la promotion pour la dame et la sous-promotion pour les autres pièces. Ces sous-promotions peuvent être utiles, car quelquefois on peut mater avec, ou encore éviter le patt qui pourrait apparaître après une transformation en dame. Je trouve cette nymphose magique. En ce qui me concerne, j'appelle cela « petit pion deviendra grand ». Cela fait moins militaire et nous engage à grandir ensemble. Blague mise à part, en règle générale, c'est en dame que le pion se transforme. Mais pas toujours. À noter qu'il peut arriver à bon port en prenant une pièce. La puissance d'un pion qui menace de se transformer décide très souvent de la partie. Cette menace indique à l'adversaire de faire très attention sous peine de se trouver rapidement en déficit de matériel. D'autre part, et décidément, le pion est vraiment à part aux échecs, puisque par une exception venue du fond des âges, il existe aussi ce qui est nommé la prise en passant. Quelques explications. L'avancée de 2 cases dans une position initiale nous vient du XVIe siècle. Avant, les pions avançaient d'une seule et unique case, quel que soit le cas. Mais comme le pion prend en diagonale, il fut considéré à partir de ce fameux XVIe siècle qu'on pouvait prendre comme avant. Autrement dit, comme si le pion n'avait avancé que d'une seule case. Je ne peux m'empêcher de vous parler d'un peu d'histoire, même si au début de cette vidéo, j'ai juré mordicus que je n'en ferai rien. Je suis un perpétuel incorrigible. Je reviens avec mes sabots et mes moutons. Je disais donc que lorsque l'on a la possibilité de prendre en passant, il faut se décider de prendre immédiatement, après l'avancée des 2 cases du pion adverse. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a aucune obligation de prise, sauf si c'est le seul moyen de sauver son roi. En dehors de cette triste fin, il s'agit avant tout d'un choix. Très rarement, un pion peut être pris de 2 façons par d'autres, en passant et classiquement. En voici un exemple sur l'échiquier. Les blancs poussent leur pion de 2 cases et les noirs peuvent prendre de 2 manières. B5 prend A4 et B4 prend A3 en passant. Dans d'autres sections de ce grand voyage, je vous causerai plus en profondeur du pion, tant au niveau historique que stratégique et tactique, mais pour le moment, un pied et un seul devant l'autre. Êtes-vous prêts à continuer le voyage? Oui? Alors mettez votre ceinture, nous prenons ensemble notre vitesse de croisière, en douceur, mais sûrement pour atterrir de plein fouet et sans trop d'élan au prochain relais, pour peu que vous preniez votre ticket. Le voyage, partie 4, déplacement des tours. Voici la pièce la plus cartésienne de l'échiquier. Il s'agit de la tour. Dans ce périple, je ne parlerai pas de l'historique de la tour, car cela viendra dans une autre expédition. Pareil pour les aspects stratégiques de cette pièce à longue portée. Il n'en est pas question ici. Je vais juste blablater sur son déplacement et sur quelques considérations fondamentales. Chaque camp dispose de 2 tours. Elles se positionnent sur les cases A1 et H1 pour les blancs, A8 et H8 pour les noirs. Son déplacement se réalise horizontalement ou verticalement, de sorte que si elle désire aller en diagonale, elle pourrait le faire, mais en 2 coups. Cette puissante pièce se déplace d'autant de cases qu'elle le souhaite, mais sans jamais sauter par-dessus une autre pièce et tant qu'elle ne rencontre pas un obstacle sur son chemin. Son rayon d'action, contrairement aux autres pièces, ne dépend pas de sa place sur l'échiquier, puisque quelle que soit sa position, elle aura toujours une action sur 14 cases. C'est la conséquence de son appétit pour tout ce qui est rectiligne. Pour être plus précis, qu'elle soit centralisée ou pas, sa zone d'influence reste la même. C'est une grosse différence par rapport aux autres pièces de l'échiquier. Pour s'en persuader, prenez n'importe lequel des 4 bords de l'échiquier, colonnes A et H, ou rangées 1 et 8,
vous en déduirez que lorsqu'une pièce et même un pion se trouve sur ce bord, sa liberté de mouvement se réduit. Toute, oui, mais pas la tour. La tour fait partie du groupe des pièces lourdes par opposition aux pièces légères. Ce sont plus des termes académiques que des lois de la pesanteur. Loi qui dit que plus lourd qu'une tour, ce sont 2 tours, et puis s'en vont. Je m'égare. Pour rappel, une pièce lourde désigne la tour ou la dame. Les fous et les cavaliers sont des pièces légères. On parle aussi de pièces mineures ou majeures. Il n'est pas rare de voir des pièces légères plus fortes que des tours, tant que celles-ci ne s'expriment pas pleinement. Autrement dit, tant que les lignes droites ne sont pas encore dégagées. Il en résulte que moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus la tour devient forte. La raison est qu'au début de la partie, les tours sont trop éloignées du théâtre des opérations, très souvent le centre. N'oubliez pas qu'elles sont, au début de la partie, dans les coins. Dans cette phase de la partie, les pièces bloquent le chemin des tours aussi lentes que des tortues. Puis, petit à petit, en milieu de partie, on les voit apparaître comme des évidences et sortir du cocon pour devenir des lièvres. Le point culminant étant lorsque les tours s'installent sur des colonnes ou des traverses, encore plus fortes lorsqu'elles agissent comme des sœurs se protégeant l'une et l'autre. Cela donne lieu à des finales passionnantes. La littérature des échecs foisonne de finales de tours. De façon générale, une tour est mieux placée derrière un pion pour le soutenir que devant, car cela aurait pour effet de limiter l'action de la tour, mais aussi de bloquer le pion. Paradoxalement, la même règle s'applique pour un pion adverse. L'attaquer par derrière plutôt que par devant est plus efficace. Cette règle est appelée la règle de Tarrasch, dont je vous parlerai le moment venu. Elles sont très fortes en deuxième traverse pour les noirs et septième pour les blancs, surtout si elles sont 2. C'est dû au fait que ces contrôles de traverse permettent de couper le roi adverse du centre vers lequel il pourrait se balader, tout en étant menacé sans cesse sur des cases se trouvant devant lui. L'alignement en batterie des tours, c'est lorsqu'elles se soutiennent mutuellement en colonne, prêtes à bondir comme des cabris. Dans la position, les tours noires sont trop défensivement placées et beaucoup moins belles à regarder que les tours blanches qui ont pris possession d'une colonne. Les unes sont en attaque, en activité, les autres sont en défense, en passivité. Tout est lié ici, et c'est possible car les tours blanches sont sur une colonne dite ouverte, à savoir une colonne où il n'existe pas de pion. C'est souvent un avantage quand un joueur l'occupe avec une de ses tours, et encore mieux si ce sont 2 tours. Cela s'appelle aussi doubler les tours. Et pour être le plus précis possible, il s'agit de mettre les tours en connexion sur la même colonne ou rangée, l'une protégeant l'autre, tout en combinant leur puissance d'attaque. C'est souvent un avantage, et même très souvent. D'autres considérations sont inhérentes à la tour, comme par exemple que, contrairement à un fou ou un cavalier, une tour peut mater toute seule. Je pourrais aussi vous jeter en pâture des notions de qualité ou de sacrifice de qualité ou encore de roc, ce coup si particulier qui se réalise avec 2 pièces. Mais tout ceci fait l'objet de sujets plus approfondis dans d'autres étapes du voyage que vous ne manquerez pas de regarder. Juste une petite chose avant d'arrêter là mon pavé. Une tour renversée est parfois utilisée pour représenter la dame après une promotion d'un pion, en l'absence de dame physiquement disponible. C'est totalement interdit en tournoi, mais cela existe. Attention, fin de cette excursion. Il est temps d'atterrir pour digérer toutes ces connaissances en attendant d'autres étapes du voyage qui ne demandent qu'à se dévoiler. On continue ensemble ? Le voyage. Partie 5. Déplacement des fous. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois et les fous borgnes lorgnent sans vergogne, mais même les cigognes s'en cognent. Désolé, je ne pouvais m'en empêcher. Plus sérieusement, le fou est une pièce d'attaque par excellence. Il se déplace en diagonale et il en existe 2 pour chaque camp.
C1 et F1 pour les blancs, et C8 et F8 pour les noirs. Ils sont les plus proches de leur majesté qui sont la dame et le roi. Chacun des camps dispose d'un fou sur case blanche et d'un autre sur case noire. Il se déplace en diagonale tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle. Il en découle que s'il est initialement sur une case blanche, jamais de sa vie il ne pourra atterrir sur une case noire, autrement dit, la moitié de l'échiquier sera hors de sa portée. C'est le prix à payer pour sa puissance. Lorsqu'il prend, il se positionne sur la case où il a pris. Il a besoin pour respirer de positions ouvertes, c'est-à-dire où les diagonales sont dégagées. Ce qui veut dire qu'il est très mal à l'aise lorsque les positions sont dites fermées. Par exemple, ici, sur l'échiquier, le fou ne peut pas sortir de la barrière de pions. Les notions de positions ouvertes ou fermées seront abordées dans d'autres lieux. Bien qu'il fasse partie du groupe des pièces dites mineures, comme le cavalier, il n'en demeure pas moins qu'il est une arme à longue portée. À la manière d'un borgne, le fou regarde de biais, jamais tout droit, et du coin de son œil, le fou peut devenir très ravageur. Surtout s'il est accompagné de son acolyte. Par exemple, avec un fou en E4 et un autre en E5, une très grande section de l'échiquier est balayée. Il n'est alors pas bon de traîner dans le secteur. Il peut prendre le contrôle sur le centre à distance pour se réveiller au bon moment et le conquérir. C'est le fianchetto, c'est-à-dire le fait de placer le fou en G2 ou B2, G7 ou B7 pour les noirs, pour le placer sur une grande diagonale, A1 H8 ou A8 H1. Le roi doit se méfier du fou lorsque celui-ci est prêt à se sacrifier sur ses pions protecteurs. Par exemple, un sacrifice en F2 contre un roi blanc, lorsqu'il est resté au centre et seul à défendre, peut s'avérer destructeur. Idem pour un sacrifice en H2 si le roi roquait. Soit cela ouvre des colonnes et fragilise le roi, soit cela détruit sa protection que sont les pions. Il peut aussi maltraiter le roi avec un sacrifice en H3 si les pions se sont trop aventurés par leurs avancées. Le roc est abordé dans une autre partie de notre voyage, je n'en dirai pas plus pour le moment. Les fous de couleurs opposées sont des fous qui sont sur des cases de couleurs différentes et qui ne sont pas du même camp. En milieu de partie, c'est un avantage pour celui qui attaque, parce que l'adversaire ne peut pas défendre ce qui est attaqué avec son fou. En revanche, lorsque la fin de partie approche en finale, les fous de couleurs opposées sont un avantage pour celui qui défend, car même si l'adversaire possède un pion de plus, ou même dans certains cas plusieurs, le fou pourra se sacrifier pour accroître les chances d'obtenir une partie nulle. Un cas particulier lorsqu'il s'agit d'un coin de l'échiquier et qu'un pion et un fou ne servent à rien contre un roi dépouillé de son armée lorsque la case du massacre n'est pas sur une couleur contrôlable par le fou. Sur le diagramme, il suffit au roi blanc de rester collé à la case H1, le roi noir ne peut pas intervenir, sous peine de régler la partie en nulle miraculeuse. Nous verrons tout cela en détail le moment venu dans d'autres parties du voyage. Comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le bon fou et le mauvais fou. Le bon fou est celui qui peut s'exprimer sur des diagonales ouvertes et qui n'est pas gêné par ses propres pions, tandis que le mauvais est en général bloqué par ses propres pions qui l'empêchent de respirer. Il n'a de cesse de chercher son oxygène. Le borgne a du mal à y voir clair. Mais je pense qu'il est tout de même préférable de parler d'activité. Après tout, si un fou est un peu bloqué, il peut s'avérer dans certains cas qu'il joue tout de même un rôle essentiel. Par exemple, sur le diagramme, sans lui, l'adversaire avec leur fou de case noire pourrait faire craquer les pions blancs. Le fou inactif est en quelque sorte le gardien. C'est vrai qu'il est défensif, mais il joue un rôle essentiel. Tout cela sera détaillé au fur et à mesure de nos explorations au pays de la stratégie. Le fou tout seul ne peut pas mater à moins d'y avoir été fortement aidé. Sur l'échiquier, les noirs ont aidé les blancs à mater avec leur fou en obstruant la seule case de fuite H7 par fou H7. Les blancs n'ont plus qu'à asséner le coup de grâce avec fou E5. En revanche, comme indiqué sur l'échiquier, la puissance de deux fous permettent des schémas de mat imparables et dévastateurs. Ici, fou E6, roi H8, fou E5 mat. Et même au centre de l'échiquier, ici le roi D8 tombe après fou B6 mat. Le fou a une petite particularité étymologique.
En réalité, toutes les pièces ont un rôle guerrier ou militaire ou batailleur. Même le pion qui peut s'assimiler à un fantassin, le roi commandeur et la dame conseillère. On pourrait se demander ce que vient faire le fou ici. Lorsque vous suivrez ce voyage avec l'intérêt que je vous souhaite, vous verrez qu'historiquement, il n'y a pas plus militaro-dantesque qu'un fou. C'est une question d'étymologie, rien de plus. Dans l'ancien temps, les Arabes et les Persans, précurseurs du noble jeu, nommaient la pièce al-fil, qui voulait dire éléphant. Et à moins de vivre sur une autre galaxie, tout le monde sait que les éléphants ont joué un rôle très grand dans certaines batailles historiques. Le fait est qu'en ancien français, cela sonnait comme folle, c'est-à-dire fou. Au fil du temps, le mot fou a pris ses marques. Je me rends compte que j'en ai déjà dit un peu plus que le simple déplacement du fou. C'est fou, non? Je décide donc d'en garder sous le coude pour d'autres horizons, car il y a encore tant à dire. Il est temps de faire un petit break jusqu'à la prochaine migration au pays fantastique des échecs. Montez à bord, vous êtes attendus pour la prochaine station, et pour que vous puissiez patienter dans les meilleures conditions, je vous laisse méditer sur une petite question existentielle. Les fous sont-ils plus utiles aux sages ou les sages aux fous? Le voyage, partie 6, déplacement de la dame. Un tout petit peu d'histoire avant de vous présenter celle que j'appelle la mémé. De nos jours, nous l'appelons dame, mais cela n'a pas toujours été féminisé, car il y a bien longtemps c'était le vizir ou le conseiller, qui d'ailleurs se déplaçait comme le roi actuel. Aux environs de la chute de Grenade, en 1492, Isabelle la catholique, qui règne sur l'Espagne, décide de changer les règles du jeu d'échecs. La souveraine veut que la dame ait beaucoup plus de pouvoir. Et voilà ce qui sera fait. Elle peut désormais se déplacer dans toutes les directions et comme bon lui chante. Néanmoins, la dame est toujours le vizir en Iran ou dans les pays arabes de nos jours. Je n'en dis pas plus sur le côté historique, nous ne sommes pas encore dans les bons horaires du voyage pour cela. Et puis, c'est vrai que le mot vizirette me fait plus penser à la plus belle invention après la machine à laver qu'à une dame distinguée. Un peu plus sérieusement, il existe l'ouverture du pion dame et le gambit dame, mais ce n'est pas l'objet de notre petit bout de voyage d'aujourd'hui. Car là, maintenant, je vous cause du déplacement de la dame. On l'appelle quelquefois reine, mais c'est une erreur impardonnable. Son vrai nom est bel et bien dame. En début de partie, chaque joueur possède une dame placée à côté du roi sur une case de sa couleur, c'est-à-dire la dame blanche sur une case blanche D1 et la dame noire sur une case noire D8. Dans les 2 épisodes précédents, je vous ai parlé de la tour et du fou pour vous présenter plus facilement la dame qui cumule toute seule comme une grande l'action des 2 autres pièces, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer sur les verticales, les horizontales et les diagonales, à savoir les 8 directions, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, et elle ne peut pas sauter au-dessus des autres pièces. Comme toutes les autres pièces de l'échiquier, elle se positionne sur la case où elle prend. Elle fait partie des pièces lourdes, et j'ajoute de l'artillerie lourde, puisqu'elle est polyvalente et imprévisible. C'est dû au fait qu'elle peut transpercer l'échiquier en un seul coup, c'est-à-dire aller d'un bout à l'autre sur les grandes longueurs et sans prévenir, ou presque. C'est la pièce d'attaque la plus puissante de l'échiquier, et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas l'exposer trop tôt, tant que l'on n'a pas pris soin d'assurer ses arrières, surtout en début de partie où les pièces sont encore suffisamment nombreuses pour la pourchasser, lui faire perdre des temps et par voie de conséquence en faire gagner au pourchasseur. Par exemple, sur l'échiquier, on voit que la dame s'aventure en solitaire et ne cesse de se déplacer pour ne pas être prise. E4, D6, dame H5, cavalier F6, dame F3, fou G4, dame 3, cavalier C6. Alors que les adversaires ont joué le même nombre de coups, les blancs qui ont pourtant joué en premier n'ont qu'une seule pièce de sortie, la dame. Et les noirs en ont déjà 3, les 2 cavaliers et le fou. C'est le risque de sortir sa dame trop vite, cela permet le développement facile de l'adversaire. En clair,
Ce n'est pas parce qu'une pièce est puissante qu'elle n'est pas fragile. Plus la dame s'approche du centre de l'échiquier, plus elle peut fanfaronner à la manière du paon qui fait la roue non pas pour séduire, mais pour faire peur à l'ennemi. Son rayon d'action au centre est rayonnant. Il faut des lignes ouvertes à la dame pour qu'elle s'exprime, et moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus son action devient décisive. D'autre part, tant que les dames sont sur l'échiquier, les apparitions de mat sont à considérer et les attaques peuvent être fulgurantes. En fin de partie, elle est d'une force matante par excellence. D'ailleurs, des noms ironiques ont été donnés, comme le baiser de la mort. C'est lorsque la dame se frotte au roi adverse pour le tuer, avec l'aide d'un roi, d'un fou, d'un pion, d'un cavalier, d'une tour. Le pion peut protéger n'importe quelle autre pièce. En revanche, la dame, du fait qu'elle soit si forte, serait bien ridicule à protéger un pion. Ce sont des choses à éviter, autant que faire se peut. Mieux vaut un pion protégeant la dame que l'inverse. Elle a le don de se déplacer vers une case qui mettra la position dans une situation chaotique pour le joueur adverse. Par exemple, ici, en jouant dame d5, d'un coup, d'un seul, la dame attaque le roi, mais en même temps des tas d'autres pièces. C'est une multifourchette. Je vous parlerai des fourchettes le moment venu. Si le roi n'était pas celui qu'il faut sauver en priorité, on pourrait dire que la dame est la pièce la plus puissante de l'échiquier, dans la mesure où ses actions sont les plus fortes. Quelques dernières considérations au sujet de la dame. On utilise le mot damer lorsqu'un pion arrive sur la dernière traverse, même si le pion ne se transforme pas en dame. D'autre part, quelques très beaux problèmes utilisent la dame comme matériel. Par exemple, la croix de la dame, ou le problème des 8 dames, et j'en passe. Nous verrons cela le moment venu lorsque nous arriverons aux bonnes stations périphériques. En attendant, je vous dame le pion et vous laisse méditer sur l'altesse tout en vous donnant rendez-vous au prochain épisode. Le voyage, partie 7, déplacement du cavalier. J'adore le cavalier, c'est sûrement ma pièce préférée, même lorsqu'il était appelé chevalier, surtout dans la littérature. Le cavalier est resté le même à travers le temps. Il est une des seules pièces qui soit restée la même autant dans son déplacement que dans sa forme. Le cavalier, que j'appelle le canasson ou encore le bourrin, est la seule pièce de l'échiquier qui se déplace d'une façon non conventionnelle, de sorte qu'il se faufile entre les cases et donc entre les pièces. Et comme c'est entre les cases et les pièces, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il saute au-dessus de tout obstacle. Son déplacement ou saut peut se résumer de plusieurs façons. Un pas vertical suivi de 2 pas horizontaux ou l'inverse, comme si c'était la lettre L ou encore comme un T à moitié construit, mais aussi un pas diagonal et un autre vertical ou l'inverse, mais aussi un pas diagonal et un autre horizontal ou l'inverse, comme si c'était un démonte-pneus ou un Y pas fini. Pour les plus matheux d'entre vous et surtout pour embêter les autres, voici une magnifique définition du déplacement du cavalier. La marche du cavalier à partir d'un point A est constituée d'un saut qui part de ce point à un point B, qui est une case de couleurs différentes située sur la bordure immédiatement contiguë au carré des 9 cases dont le point A occupe le centre. Plus facilement, on peut considérer ce saut comme 2 mouvements de roi. Le déplacement du roi est abordé à la prochaine étape de notre voyage. Néanmoins, on peut en conclure le théorème suivant. Il faut toujours un nombre impair de mouvements pour se retrouver sur une case de couleur opposée et un nombre pair pour se retrouver sur une case de même couleur. Quoi qu'il en soit, les cases à la portée d'un cavalier qui serait au centre de l'échiquier représentent ce que l'on appelle une rosace. Notez que ce motif est beau, mais aussi que toutes les cases d'arrivée ont une couleur opposée à la case de départ. Ici, le cavalier en D5 est sur une case blanche, alors que toutes les cases à sa portée sont noires. La rosace sert souvent de support dans les compositions de problèmes divers et variés. Surtout, pas de panique, ce n'est pas un calvaire, et notez bien ce mot calvaire. En réalité, on se familiarise très vite à son déplacement qui devient très vite intuitif. Peut-être que cette pièce contribue à attirer les très jeunes d'entre nous.
Je pense bien entendu aux enfants. En effet, la pièce qui représente une tête de cheval fait un peu plus jouet ou personnage que les autres pièces qui sont moins figuratives. Comme toutes les pièces, il capture les pièces adverses en se positionnant sur la case de la pièce visée. Dans cet exemple, le cavalier D5 peut prendre en se faufilant à travers les pions, c'est-à-dire le pion qui se trouve sur la case B4 et aussi la tour de la case E3. En revanche, il ne peut pas prendre le fou C7, puisqu'il est de sa couleur. Le cavalier est une pièce mineure, et, me dit-on dans mes ateliers secrets, il aurait une valeur à peu près équivalente à celle du fou. Mais rien n'est moins sûr, car tout dépend bien évidemment des caractéristiques de la position. Il est souvent la première pièce à intervenir sur l'échiquier. Quelques exemples débutent d'ailleurs par un coup, le cavalier. Les débuts rétis, la défense alekine, la défense nimzovich du pion roi, et ainsi que toutes les défenses indiennes et d'autres qui utilisent beaucoup le cavalier en nombre de déplacements. Par exemple, la variante Svenikov. Mais nous verrons cela le moment venu. N'allons pas au galop. Tant de choses à dire au sujet de la bestiole. Par exemple, que ce ne sont pas le nombre de cases qui font le saut. En effet, il peut vouloir sauter très loin, en très peu de coups, et en contrepartie devoir faire des sabots et des mains juste pour se positionner 2 cases plus loin. Par exemple, ici, pour aller de G1 à B8, 4 petits sauts suffisent. G1, E2, D4, C6, B8, ou G1, F3, E5, D7, B8. Tandis que pour aller de G1 à E3, il en faudra autant. G1, F3, H4, G2, E3, ou encore G1, E2, F4, G2, E3. Pour ces mêmes exemples, il existe d'autres chemins possibles. Amusez-vous à les détecter parce que j'ai la flemme de faire de la 3D juste pour des cataplopes. C'est plutôt tortueux au début, même s'il est possible de choisir plusieurs chemins différents. Mais cela permet de savoir que si un roi noir se trouve en F3, il faudra un cavalier blanc en G1, 4 coups pour venir le chatouiller. Cet exemple est possible car les cases se trouvent en diagonale. C'est très différent quand ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, la case C6 n'est pas en diagonale par rapport au cavalier qui se trouve sur la case E6. 2 coups suffisent. E6, D8, C6. On peut aussi choisir le chemin E6, D4, C6. C'est ainsi que le cavalier se comporte. Il a des sortes d'humeur en fonction des cases visées. Si elles sont loin, pas loin, en diagonale ou pas, il faut en tenir compte. Contrairement à beaucoup d'autres pièces, le cavalier ne peut pas sauter de nombreuses cases à la fois. En contrepartie, il possède la force de se téléporter par-dessus des pièces. Cela équivaut à dire que personne ne peut le bloquer. Et c'est bien là son point fort. Car du fait que personne ne peut le bloquer, le cavalier adore l'avoine et les positions dites fermées. Observez à quel point le fou des noirs sur l'échiquier ne peut pas bouger, tandis que le cavalier peut sauter allègrement de case en case, quelle que soit la couleur. Pendant que le joyeux cavalier sauteur nargue le fou, celui-ci ne peut rien faire d'autre que de lui tirer la langue, mais de trop loin pour l'atteindre. D'autre part, comme la case d'arrivée est toujours de couleur opposée à celle de départ, le cavalier peut contrôler ici ou là diverses cases non linéaires. Le fou se venge sur des positions un peu plus ouvertes dans lesquelles il peut empêcher le manège du cavalier parce que le cirque, faut pas trop le pousser dans les orties. Par exemple ici, le fou E5 contrôle les cases d'accès du cavalier qui se trouve en E8. Oui, mais ce qui est souvent oublié, c'est que du même coup, le cavalier fait de même envers le fou. Oui, mais ce que l'on dit encore moins, c'est que si on prend une loupe, on voit que le fou peut accéder à d'autres cases, et pas uniquement les 4 cases que contrôle le cavalier. C'est la différence entre une pièce de longue portée, comme le fou, et de courte portée, comme le cavalier. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. C'est ce que disait Napoléon Bonaparte dans les Maximes et Pensées. Heureusement qu'il n'a pas dit qu'il n'y avait qu'un trot ou un galop, car ce serait alors de l'absurdité ou de la bêtise. Les cavaliers sont à quelques encablures du ridicule, même s'ils sont 2 lorsqu'il s'agit de mater, car à moins d'y avoir été fortement aidés, 2 cavaliers seuls ne peuvent pas mater un roi D ni D. Nous étudierons tout cela lorsque le moment sera venu, lors d'un de nos trajets dans le voyage. Le cavalier, de façon magique et brutale, est un spécialiste des fourchettes. Les fourchettes sont des menaces simultanées sur 2 pièces minimum. Je vous en causerai sur une des aires de repos pendant le voyage.
Pour exemple, le cavalier, en jouant cavalier E7, fait ici une fourchette sur la dame G6 et le roi G8 adverse. José Raúl Capablanca disait, parmi beaucoup d'autres choses, qu'il était préférable d'avoir une dame et un cavalier au lieu d'une dame et un fou pour mater le roi adverse. Ce grand champion, qui nous a laissé tant de précieux héritages, était très bavard, puisqu'il a dit aussi, en blitz, le cavalier l'emporte souvent sur le fou. Le blitz sera détaillé dans d'autres contrées du voyage. Je vous l'ai dit, le déplacement du cavalier n'est pas un calvaire. Je vous ai demandé de le noter et de retenir ce mot, parce qu'il se trouve que mon esprit enfantin qui adore cette bestiole, que certains appellent la pieuvre, eh bien mon esprit a décidé de l'appeler le calvaire. J'aurais pu ici vous parler des ouvertures telles que la partie anglaise du cavalier, ou encore de la partie du cavalier dame, du début du cavalier roi, et même du cavalier de la nuit qui est une pièce féerique bien connue des compositeurs. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Allez, on descend de cheval, on se pose un petit peu sur un gros tas d'avoine bien moelleux, et on se donne rendez-vous à la prochaine écurie. Le voyage, partie 8, déplacement du roi. Après vous avoir présenté l'échiquier et la plupart des pièces de l'échiquier, le voici enfin le tant attendu, le seul, l'unique, l'incomparable, le pépé, le barbu, le monarque, le joyeux, la prunelle de vos yeux, les yeux de vos prunelles, le roi. Soyons très clairs, le roi est la pièce de la partie qu'il ne faut à aucun prix perdre, sans quoi la partie s'achève de façon sanguinaire. Autrement dit, si un roi est menacé d'être capturé au coup suivant, et que quel que soit le coup, il est toujours dans la narce, il est alors échec et mat avec, dans la foulée, la fin de la partie. Un tout petit peu d'histoire. Le terme échec et mat vient de l'arabe, le roi est mort. Ce terme, que les arabes se sont approprié, viendrait, je dis cela au conditionnel, du persan shahmat, qui signifie le roi est étonné ou le roi est surpris, avec pour arrière-goût le sens guerrier d'être pris en embuscade ou d'être confondu, abandonné, ou encore shahmand, le roi resta, le roi est abandonné. Petite précision, le roi est la seule pièce à ne pas être prise, tuée sur l'échiquier, mais à se rendre. En règle générale, le perdant couche le roi en guise de reddition. Ce qui est original, c'est que du fait du but du jeu, le roi est à la fois la pièce la plus faible, mais aussi la plus importante du jeu. Rappelez-vous, c'est la prunelle de vos yeux et vice-versa. Par respect pour ce seigneur et pour qu'il n'apparaisse pas comme un triste sire, les joueurs dignes de ce nom abandonnent la partie en renversant leur roi sur l'échiquier avant de se faire mater. C'est une question de dignité pour le souverain et de respect pour l'adversaire. Petit clin d'œil pour celles et ceux qui, de nos jours, sur Internet, n'abandonnent pas, mais laissent s'écouler le temps pour faire enrager l'adversaire. Bonjour le respect. Les échecs, c'est avant tout le respect de l'adversaire, je le rappelle. Chacun des joueurs possède un roi qui est placé tout à côté de sa dame. Il se déplace d'ailleurs comme sa dame, dans toutes les directions, mais d'une seule case, et il ne peut se déplacer sur une case que si celle-ci n'est pas contrôlée par une pièce ou un pion adverse. Puisqu'il ne se déplace que d'une seule case, il est donc très fragile et il lui est presque impossible de se défendre seul, surtout que le but de l'adversaire est de le tuer. Autrement dit, le faire échec et mat. C'est la mise à mort. Comme toutes les autres pièces, le roi ne peut pas aller sur une case occupée par son camp, et comme toutes les autres pièces ou pions, il prend sur la case occupée par l'adversaire, à condition, bien évidemment, que cette case ne soit pas contrôlée par l'adversaire en question. Par exemple, ici, le roi blanc en D4 peut aller partout sauf en D5, car cette case est contrôlée par un pion noir. Il est bon de noter également qu'un roi ne se trouvera jamais à côté d'un autre roi. Les monarques de bonne famille savent garder leurs distances. Le déplacement du roi n'a pas toujours été le même après l'assassinat d'Henri IV en 1610,
le roc débarque. Il faut remonter le temps pour comprendre le roc. Avant la période médiévale, le roi pouvait faire un saut de 2 cases en ligne droite ou comme un cavalier par exemple, le roi en E1 pouvait aller en C1, C2, C3, D3, E3, F3, G3, G2 ou G1 et même en B1 et B2 en Lombardie, il ne pouvait pas passer par-dessus une case menacée par une pièce adverse. Il ne pouvait pas non plus faire de capture avec ce saut, ni s'en servir pour échapper à un échec. Il pouvait faire cela, même s'il avait déjà été en échec au coup précédent. Ce mouvement est l'ancêtre du roc que l'on connaît. En allant de 2 cases en avant, le monarque était trop vulnérable et les partisans diablés devenaient trop rapides. Ces sauts en avant furent alors supprimés. Le problème, les tours bloquées dans les coins furent posées. Il fut donc décidé que la tour pouvait sauter au-dessus du roi dans le même mouvement, allant même se positionner sur n'importe quelle case, puis, au fil du temps, il ne restait plus que le saut de gauche et de droite, et la tour fut positionnée juste à côté du roi. Le roc était né. Il est à noter qu'à cette période, les choses étaient confuses, dans le sens où le roc n'était pas joué de la même façon partout, et pendant un temps, tout le monde ne jouait pas de la même façon. Cela s'est stabilisé ensuite, et le roc désormais consiste à protéger le roi en le mettant dans un coin de l'échiquier. Les échecs, tels que nous les connaissons aujourd'hui, étaient enfin là. Quelques détails. Il existe le grand roc et le petit roc. Pour les reconnaître, il suffit de compter les cases à partir du coin le plus proche du roi. Une case pour le petit roc et 2 cases pour le grand roc. Le roc ne respecte aucune des règles des déplacements du roi et de la tour, puisque cette dernière saute par-dessus le roi et celui-ci se déplace de 2 cases. D'autre part, c'est le seul moment où un joueur fait un déplacement en utilisant 2 pièces en même temps. Après le roc, le roi participe et les pions devant lui forment un bouclier très protecteur tant qu'ils n'ont pas trop avancé. À noter que le roi protège lui-même les pions devant lui. Ce bouclier est précieux et il est recommandé de ne pas trop l'écorcher en avançant les pions. En début et milieu de partie, le roi n'est pas aussi actif que cela, il ne cherche que sa sécurité. En revanche, dans les finales, on le voit bondir comme une sauterelle ici ou là pour participer aux diverses offensives et chercher la meilleure des cases. En d'autres termes, c'est lorsque la plupart des pièces ont disparu que le roi joue un grand rôle. Il décide souvent de l'issue de la partie en soutenant ses pions. Pendant notre voyage, nous verrons de près, et parmi beaucoup de choses, les oppositions des rois. Je m'attarde sur le roc, car il est vrai que beaucoup de choses ne sont pas si souvent dites à son propos, et pour moi, il est primordial de comprendre cette particularité. Je dirais même que c'est essentiel. C'est un des piliers de la protection du roi. Mettre son roi à l'abri est la priorité. J'insiste, le mouvement combiné du roi et d'une tour a pour effet d'augmenter la sécurité du roi, mais dans le même temps, cela développe une tour. Ce mouvement s'effectue en jouant d'abord le roi à partir de sa case initiale, de 2 cases, en direction d'une des 2 tours, et ensuite en plaçant cette tour sur la case que le roi vient de franchir. En tournoi officiel, il est important de toucher le roi en premier, sans quoi il sera considéré que c'est uniquement la tour que l'on veut jouer. Il faut que ni le roi ni la tour n'ait déjà été joué. Il faut également que le roi ne soit pas en échec, ni qu'il en traverse un, c'est-à-dire que les cases entre le roi et la tour ne soient ni occupées par une pièce, ni contrôlées par l'adversaire. Il existe 2 tours, donc il existe 2 rocs possibles. Ils ont chacun leur particularité. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans le petit roc, le roi a une case près de lui et 2 cases dans le grand roc. Dans la majorité des parties, le roc est présent. Vous pourriez me demander à quel moment doit-on roquer, et en bon ambassadeur du roi des jeux, je vous répondrai qu'en général, il est dangereux de ne pas roquer, et roquer le plus tôt possible est une bonne chose. L'idéal serait de préparer la position de façon à pouvoir choisir entre le petit roc ou le grand roc. Cela sème le doute chez l'adversaire, car il ne sait pas où va habiter le roi, et par voie de conséquence, il ne peut pas vraiment se forger un plan définitif pour attaquer le roi. Personnellement, j'adore faire cela, attendre que l'adversaire attaque une zone pour roquer dans une autre zone. C'est rigolo. Le petit roc est plus rapide à effectuer. D'autre part, le roi sur la case G1 et la tour sur la colonne F renforce fortement la case F2 qui était jusque-là très faible. En revanche, en choisissant le grand roc, le pion F est laissé à l'abandon momentané.
ainsi que le pion de la colonne où se trouvait la tour. Ici, le pion A2, alors que dans le petit roc, le pion H2 était protégé. Ce sont des différences fondamentales, et certains disent que le grand roc est solide lorsque le roi se baladera en B1 de façon à former un bon bouclier protecteur. Autre chose, l'avantage du grand roc est que la tour se positionne sur une colonne en général semi-ouverte et prête à soutenir le centre, la colonne D, contrairement au petit roc. Cela dit, sur la colonne F, la tour peut se préparer à attaquer le roi adverse en pointant le bout de son nez sur F7. Ce sont des choses à considérer. Il est bon d'indiquer qu'en roquant, on met les tours en liaison en communication. Je vous invite d'ailleurs à consulter la partie du voyage où je vous parle de la tour. Ces communications sont un développement important car généralement cela termine la première phase de la partie que l'on appelle le développement, le début de la partie. Je vous en dirai des nouvelles le moment venu. On parle de rocs opposés lorsque les adversaires n'ont pas roqué du même côté. Cela change complètement la physionomie de la partie. Bien souvent, chacun essaye d'attaquer l'autre sur des côtés différents et ce genre de parties sont très sanglantes. D'après mes sources, le roc est une idée de Ruiz Lopez qui aurait ensuite été introduite en France vers 1630 et qui a été imaginé pour soustraire le roi des attaques violentes sur F2 ou F7. Il peut apparaître curieux que l'on fasse un large exposé sur les tours pendant le roc alors que le thème de cette section du voyage est le roi. Mais justement, c'est complètement lié au roi. Le roc, bien que se faisant avec 2 pièces, est considéré comme un seul et unique coup de roi. Pendant le voyage, vous verrez également dans le détail d'autres aspects du roi comme son champ, à savoir l'ensemble des cases que le roi peut atteindre. D'ailleurs, pour mater le roi, il faut dominer ces cases, ainsi que la case qu'occupe le roi. Et là aussi, cela fera l'objet d'une discussion très prochaine. Quelques termes apparaissent déjà, comme le développement, le milieu de partie, les attaques, les protections, les liaisons des tours et j'en passe. Je vais donc m'arrêter là pour ce chapitre, le temps de reposer nos esprits, un repos bien mérité si vous avez réussi le tour de force de m'avoir écouté, autrement dit de m'avoir supporté avec la patience qui s'impose. Je fais un peu le point. Ce voyage merveilleux qui en est déjà à la partie 8 jusqu'ici a consisté à faire connaissance avec l'échiquier et les éléments qui le composent, à savoir les pions et les pièces. Ce ne fut pas une mince affaire, mais le but est atteint. La dame, la tour, le fou, le cavalier, le pion et le roi vous ont été servis en entrée, une mise en bouche en quelque sorte. Mais attention, le voyage continue, soyez très attentifs, je suis encore très loin de ce que je veux partager avec vous. Dans cette saga, d'autres aventures vous attendent et pas des moindres. Préparez-vous, nous venons tout juste de passer le premier mur du son. Vous devez digérer avec sérénité. N'hésitez pas à reconsulter les étapes précédentes. Je vous donne rendez-vous à la prochaine étape, car l'aventure continue.